Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cet ultime épisode sur la remise en état de cette 1000 GSX-R K1. Donc dans l'épisode précédent, la remise en route, on l'a fait chauffer, on a vu qu'il n'y avait pas de traces d'huile, pas de fuite quelconque ou quoi que ce soit. Et il nous reste maintenant à mettre au point cette moto, lui faire un petit réglage et une synchronisation de la rampe d'injection, vérifier que tout va bien sur les capteurs, les réglages, etc. Et ensuite, je vous propose de passer au réassemblage de la moto. Moi, j'ai trop hâte, un truc de fou. Bon, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Alors voilà où j'en suis. J'ai passé quelques heures à polir tous mes carénages, les nettoyer, les rendre tout étincelant pour remonter sur une moto jolie. J'avais fait déjà la même chose avec le réservoir. C'est super, ça enlève toutes les micro-rayures. Franchement, ça la rue nickel. Mais ça aurait été dommage de ne pas faire le reste des carénages. J'ai aussi réparé ma coque arrière. Souvenez-vous, il y avait une fissure dessus. Alors, je vais vous montrer. Elle était fissurée. Alors, voilà, j'ai fait fondre, en fait, c'est un petit kit spécial de réparation. On fait fondre des agrafes dans le plastique. Et ça permet de ressouder les pièces fissurées entre elles. Alors bon, évidemment, ça masque pas la fissure, mais ça évitera au moins que le problème s'aggrave le temps que je trouve une autre coque arrière ou que je fasse réparer celle-ci par un carrossier. Parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de carrossier me donnant un délai convenable pour refaire la moto. Moi, je suis super pressé, je voudrais que ça aille vite. Donc voilà, j'ai essayé de réparer mon garde-boue avant, il y avait une micro-fissure dessus. Et là, j'ai fait la boulette. J'ai fait la boulette parce que j'ai pas mis les mêmes agrafes que sur la coque arrière qui sont très fines. Là, j'ai mis des agrafes beaucoup plus épaisses. Et j'ai chauffé, je suis passé direct à travers. Je pensais que le garde-boue était plus épais, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est con parce qu'il avait quasi rien et je l'ai niqué, en fait. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à le refaire ou en trouver un d'occasion, mais c'est pas très grave. J'avais de toute façon prévu de monter un garde-boue avant en carbone. J'ai fait une super affaire. Je l'ai acheté 60 €. Et je trouve que c'est un détail magnifique sur une moto, un garde-boue avant en carbone. Donc bon, je le compterai pas dans la remise en état de la moto, étant donné que le garde-boue d'origine, elle est plutôt pas mal avant que je le nique. Mais ça sera du plus bel effet sur la moto. Nos fameux rameurs AliExpress, on verra bien ce que ça donne. La tête de fourche est rééquipée. Il me reste plus qu'à monter les clignotants sur le passage de roue, monter les clignotants sur les carénages, faire la synchro de la rampe injection et tout remonter. Allez, on y va. Elle a chauffé pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Elle est à 75 degrés environ. C'est une température idéale pour moi procéder maintenant au réglage de la synchronisation de la rampe à injection. Pour ce faire, c'est assez simple. Je lève le réservoir. Je vais enlever la boîte à air, la débrancher et brancher sur chaque corde d'injection. Vous voyez, il y a une petite prise avec un bouchon ici. Et une prise de dépression pour brancher mon dépressiomètre. J'installe tout ça et je vous explique le fonctionnement en détail. En tout cas, vous en faites pas pour la fumée qu'il y aurait pu avoir au début de la vidéo. C'est du résiduel de WD-40 et de divers produits qu'il y avait sur la moto qui sont partis en fumée à la chauffe. Visiblement, pas de traces d'huile, pas de fuite d'eau, pas de fuite d'huile. On dirait qu'on est parti du bon pied avec cette moto. Voilà, donc l'outil qui va me permettre de synchroniser ma rampe d'injection. Donc ça marche avec la dépression créée dans les corps d'injection qui aspirent l'air. Donc du coup, ça va faire monter des petites jauges. La manœuvre est simple, il faut que les 4 soient alignés. Pour ça, on peut régler la rampe d'injection par paire. Il y a une vis de réglage ici, pour les corps de papillon 1 et 2. Une vis de réglage ici, pour les corps de papillon 3 et 4. Et une dernière vis ici au milieu. Alors là, juste derrière mon doigt, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, ici. Pour synchroniser les 4 ensemble. Quand les 4 ensemble seront synchronisés, ici, j'aurai mes 4 alignés. Je sais que mes 4 corps d'injection fonctionneront synchronisés tous ensemble. Et j'aurai un ralenti nickel chrome. Pareil pour la reprise des gaz et les bas régimes, ça va nettement améliorer le comportement de la moto. Je le fais parce que j'ai démonté la rampe, manipulé, passé aux ultrasons, donc j'imagine que tout ça, ça a bougé.
on n'est pas parfait. Encore un petit peu de peaufinage. Mais là, on a un ralenti beaucoup plus rond et beaucoup plus stable. Voilà, je suis arrivé au résultat que je voulais. Parfait, je suis arrivé au résultat que je voulais. Maintenant, je la laisse refroidir, je remonte la boîte à air, je referme le réservoir. Et c'est parti pour réassembler tout le reste. Ce que je peux faire, c'est vérifier la position de mon capteur TPS de la rampe principale. Pour ça, c'est simple. Je vérifie. Ah, je sais pas si on va voir là. Je vérifie si mon repère est toujours au milieu sur le compteur. Et c'est le cas. Il est bien au milieu. Regardez, quand je vais accélérer à fond, il va changer de position. Voilà. Donc là, ça veut dire que sur le ralenti, mon capteur TPS de la rampe principale est toujours bien réglé. J'ai plus besoin d'y toucher. Voilà. C'est lui qui est là. Donc nickel, je peux remonter ma boîte à air et refermer. On a bien vu sur la vidéo que ma rampe de papillon secondaire fonctionne correctement quand j'actionne les gaz. Ça, c'est cool. J'espère que vous avez apprécié globalement l'opération de la synchronisation de la rampe d'injection et que vous avez compris un petit peu le système. En attendant, moi, j'ai monté les clignots sur les flancs avant. Alors, je voulais vraiment des trucs qui s'intègrent. Donc, ça vient de chez AliExpress. J'ai monté les gouttes d'eau sur le passage de roue et j'ai mis une plaque dans le plus pur style des années 90-2000. Alors oui, je sais, c'est pas homologué. Oui, je sais, c'est une noire. Oui, enfin bref. Je suis au courant. Dites-moi d'ailleurs, vous, si vous êtes plutôt team tuning années 90-2000 ou team origine avec la grosse bavette, les gros clignots et la grosse plaque. Moi, je voulais vraiment que cette moto ait le look que j'ai connu quand j'étais gosse dans les années début 2000, où tout le monde mettait passage de roue Air Max, bulle Air Max, les petits clignots gouttes d'eau, enfin bref, vous avez compris. Je veux vraiment lui donner le look de la moto qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Pour en revenir AliExpress. Bon, je les ai posés à blanc. Ça demande quelques petites modifs. Il faut agrandir les trous là. Et pour pouvoir mettre les clips en plastique, il va falloir que je lime la petite bordure. Mais à part ça, ça a l'air de tomber plutôt juste. Je m'occupe de ça, mais avant, on monte la coque arrière. Pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'on peut dire que cette moto a un cul magnifique. J'adore. Alors, pas sûr que les clignotants se voient énormément, mais en tout cas, l'effet, le cul est ultra fin. Les deux clignots noirs, ça fait magnifique, ils s'intègrent parfaitement. Franchement, la petite plaque là, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est du look du début des années 2000. J'adore.
Waouh! Alors là, il y avait bien des semaines, voire des mois que je l'avais pas vu comme ça. Oh, ça fait putain de plaisir. Franchement, elle biche. Il est temps de lui mettre un petit coup de chiffon, de la sortir dehors et de prendre du recul. Nous y voilà, on y voit plus clair et franchement, oh là là, quelle bécane. Je la trouve magnifique. Il n'y a rien à dire. Je la trouve encore plus belle. Bon, sûrement parce qu'elle est moins cassée et plus propre qu'avant, mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de la voir comme ça. Même le silencieux, j'étais pas très content au départ, mais en fait, franchement, ce que j'ai fait, pas grand chose à dire, ça rend super bien en fait. J'étais un peu inquiété pour rien. Je me vois déjà au guidon. Bon, il est l'heure de s'équiper et d'aller faire un tour, voir ce qu'elle a dans le sac. C'est dommage, je venais de m'équiper. Ah, mais elle en a décidé autrement aussi. Je vais vous raconter ça dès que la pluie se calme. J'ai fermé la porte de garage, ça sera plus rapide pour vous expliquer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis parti faire un tour avec la bête pour voir si tout se passait bien. Et tout se passait bien, mais au bout de quelques kilomètres, une belle ligne droite bien dégagée, un endroit que je connais bien, je décide de doubler une voiture et je soude. Mais quand je vous dis je soude, c'est que moi j'ouvre en grand. J'aime bien monter une moto jusqu'au rupteur, voir si tout va bien. Tout se passe bien jusque-là. Je prends un coup de pied au cul phénoménal, mais la moto à 9000 tours, boum, elle coupe. Mais elle coupe comme si panne d'essence. Alors au début, je croyais que c'était moi. Je me suis dit, j'ai mal passé ma vitesse. J'ai dû tomber entre deux vitesses ou mal enclencher ma vitesse. Mais en fait, pas du tout. Deuxième voiture que je double. Pareil, belle ligne droite bien dégagée. Je dis, j'ai de quoi accélérer sur un rapport. J'essaye. Même config. J'ouvre en grand. Arrivé à 9000, elle coupe. Bon, j'arrête. Je coupe les gaz. Sauf que là, ça s'est pas passé comme prévu. La moto est restée accélérée à fond. J'ai eu tout juste le temps de réagir, de débrayer et de couper le contact parce que même en décélérant à la main, j'arrivais pas, c'était coincé parce qu'il y a un câble, il y a deux câbles sur ces poignées-là pour permettre d'éviter justement ce genre de problème, de pouvoir décélérer et de forcer sur les papillons pour les refermer. Et là, j'ai pas réussi, donc j'ai dû couper le contact en urgence et je viens de trouver pourquoi. Là, j'ai fait une grosse erreur et je vous explique tout de suite ce qui s'est passé. Papillon primaire, géré mécaniquement par les câbles de gaz, donc je ne sais pas si on va les voir, ils sont dans le fond. Bref, papillon secondaire géré électroniquement. En fonction de ce que moi j'ouvre ici, eux s'ouvrent plus ou moins. Sauf que, il y a deux positions. On peut les mettre soit comme ça, soit comme ça. Et devinez quoi? Ça, c'est la position normale. Ça, c'est la position à l'envers. Moi, je les avais montés à l'envers, donc du coup, ils travaillaient à l'envers. Le problème, c'est que quand on ouvre en grand, la petite cam qui est ici, elle vient rencontrer la cam de l'accélérateur des papillons primaires qui est en bas. Donc, je vous l'actionne à la main. Voilà, celle qui est en bas. Et les deux viennent se rencontrer, se croisent et se touchent ensemble. Et voilà. Là, vous avez ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Rampe primaire ouverte, rampe secondaire ouverte. Gaz en grand. Et là, on peut essayer de décélérer à la main. C'est bloqué mécaniquement. Voilà, ça me servira de leçon. Faites tous très attention. Quand je l'ai passé au bac à ultrasons, j'ai pas fait gaffe que la position n'était pas normale. J'ai remonté le capteur, j'ai pas eu de code défaut, mes valeurs étaient bonnes. Mais ça n'empêche que la rampe de papillon secondaire était montée à l'envers. J'ai eu chaud au cul, hein, je vous le dis. Du coup, bien évidemment, je vais la remonter à l'endroit. Je vais recontrôler toutes mes valeurs et je vais repasser mon dépressiomètre pour être sûr que ma synchro n'ait pas bougé, vu que j'ai forcé comme un sourd pour essayer de décélérer. J'espère que j'ai pas tordu un papillon ou tout déréglé. On verra bien. Mais à mon avis, tout va bien de ce côté-là. Alors, revoilà mon moteur de papillon secondaire, mon capteur de position de papillon secondaire remonté. Tout est à l'endroit et je vais vous montrer en mettant le contact comment ça se comporte normalement. Voilà, le mouvement de va-et-vient et là c'est prêt. Et là, en fonction de comment je vais accélérer, ça s'ouvrira dans le bon sens et ça risquera plus de croiser les cams entre les cylindres 2 et 3 et de se coincer et d'éviter de me foutre en l'air aussi. Donc là, je vais juste contrôler les valeurs de mon capteur de position de papillon secondaire. Je l'ai aligné au trait d'origine. Je vais quand même contrôler ces valeurs. Et je revérifie ma synchro
de la rampe d'injection. Et je pourrai retourner faire un essai un peu plus serein cette fois. Alors, comment se contrôle le capteur TPS une fois monté sur la moto? C'est très simple, on débranche la prise et moi je vérifie les valeurs de résistance, papillon des gaz fermés, fil Y et B, yellow et brown pour ceux qui parlent black pardon, pour ceux qui parlent un peu anglais. Donc papillon fermé, je dois avoir 0,5 kΩ et papillon des gaz ouverts, je dois avoir environ 3,9 ohms. C'est très simple. Je débranche le capteur TPS qui est là, donc yellow et black. Je vérifie, papillon des gaz fermé, que j'ai bien les 0,5 et papillon des gaz grand ouvert, que j'ai environ 3,9. Il y a une marge d'erreur d'à peu près 0,4 je crois, je ne sais pas s'il le dit sur la revue. Mais bon, l'idée c'est ça. Et de toute façon, si c'est pas bon, je vais avoir un code défaut. Allez, je m'y mets. Chose que je ne comprends pas en revanche, c'est que malgré ma grossière erreur, parce que c'est une erreur énorme, ça aurait pu me coûter cher cette histoire, j'aurais pu me faire très mal, voire pire, j'avais aucun code défaut. La moto fonctionnait normalement. Mais en fait, c'est normal, parce que elle était dans la bonne position, mais à l'envers. Donc les papillons, au lieu de travailler dans ce sens-là, ils travaillaient dans l'autre sens. Et pour elle, tout allait bien. Vu que j'étais bien aligné avec mes capteurs, tout, il se passait qu'un problème arrivait à 9000 tours. C'est ce qui m'est arrivé sur la route avec ce fameux voyant FI. Mais à 9000 tours, je vous garantis qu'on commence déjà à les saurer un peu, elle. Hein. Bref, on oublie tout ça, on remonte tout, on retourne essayer. Et on croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de soucis. Voilà, le TPS est réglé. Et mes réglages avaient quand même pas mal bougé. Là, je suis pas mal. Je vais affiner encore un petit peu. Mais là, franchement, c'est bien, là, déjà. Il n'y a plus qu'à remonter la boîte à air et retourner faire un essai. Mais là, il pleut. On va devoir attendre demain. Bon voilà, la moto est remontée, elle tourne comme une horloge. J'ai bien fait de rechecker le réglage de la synchro car ça avait vraiment bougé. Donc là, au moins je suis tranquille. J'espère que ce qui m'est arrivé va pouvoir vous éviter que ça vous arrive aussi. Parce que si moi j'ai pu faire l'erreur, ça veut dire que n'importe qui peut faire l'erreur. Alors j'ai fait l'erreur de ne pas me servir du manuel d'atelier pour vérifier la position des papillons. Mais étant donné que bon, j'ai manipulé la rampe, je pensais pas avoir pu retourner à l'envers les papillons. Et vu que tout se montait et que j'avais pas de code défaut, je me suis dit que c'était bon. Grosse erreur. Ça aurait pu me coûter cher. J'avais pas la GoPro en marche, mais je vous garantis que si elle était allumée, il y aurait eu des sacrées images. Mais en tout cas, la trace dans le caleçon, elle y est, je vous le garantis. Bon, on valide ça par un tour et j'espère qu'on peut mettre cet épisode noir derrière nous définitivement. Allez, gaz. Bon, vu que je n'aime pas faire durer le suspense trop longtemps, il est temps de voir si ma réparation a fonctionné. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, et maintenant que je sais que cette moto a plus de problème à partir de 9000 tours et que je peux aller taquiner la zone rouge, il est temps de passer voir un vieil ami. J'espère que vous vous souvenez de lui. En tout cas, moi, ça va me faire plaisir de le revoir et surtout de lui faire rencontrer la bête. Vous vous souvenez d'Enzo et la K2? Là, c'est Enzo et la K1. De quoi? T'en as pas besoin, de toute façon tu tournes pas, ça va tout droit. T'as raté quelque chose ou pas? Non. Non? C'est pas... Ça pousse. Si, ça marche bien. Ah, ça marche, arrête. J'allais dire, il se fout de ma gueule, c'est pas vrai. Ça marche. T'imagines que t'es en 2001. Elle a dû faire mal quand même. Ah ouais, quand même. Elle a dû faire mal en Ah non, 2001. c'est un vrai délire. C'est un délire quand même. Je fais 100 mètres, là, je mets un truc dans l'air. Ah bah ouais, par contre, avec ton truc aussi. Oh, c'est génial. Ça ne laisse pas indifférent. T'as aimé? Ah ouais.
Niveau sensation moteur. Bah toi qui connais que les injections et pas les carbus. Écoute, moi, il n'y a rien qui m'a. Y a rien qui t'a... Non, rien qui m'a dérangé. Ça t'a pas déçu Non. en caractère? Non. Faut que t'essayes. Même la boîte inversée, ça m'a pas. Ça t'a pas perturbé? Non, du tout. Bon bah Une tant fois mieux. que tu le sais. Faut que t'essayes ma 11. Pour voir ce que c'est une moto à carbu. T'as 15 chevaux de moins et sûrement 30 ou 40 kg de plus, mais je te garantis en sensation c'est pas la même. Après, j'ai fait. Ouais, je sais bien. Des kilomètres, hein, Mais tu t'en rends vite compte quand même. mais. Si, quand même. J'ai envie d'en refaire un. Bon Enzo, merci de ton avis. Avec grand plaisir. Allez, on se retrouve bientôt. Quand tu veux. T'es mon fournisseur de merguez officiel, j'ai l'impression que tu m'as concocté quelque chose pour bientôt. Ouais, il y a peut-être un truc qui se prépare. Bon, on te dit à bientôt et merci à toi alors. À bientôt. Salut. Bon, et ben maintenant que mon pote Enzo a enfin essayé ce que c'était une 1000 G6 RK1, je vous rappelle que lui avait une K2 qu'on avait tenté de remettre en état en vain. Il est l'heure pour moi d'aller chez mon préparateur préféré passer cette moto au banc. Allez, on se retrouve chez Gentleman Riders tout de suite. Bon, tu me diras combien ça sort en général, ce genre de truc? T'en as pas passé des K1? Bon, on va regarder ça parce que y a eu des pronostics. Moi, franchement, je me suis pas engagé. Oh, j'ai eu de tout. J'ai eu du 175 à 139 à la roue, je crois. Ça me paraît 1 élevé, 2 bas. Mais dans la moyenne, ça tourne entre 140 et 150. Donc, ça doit être la vérité, je pense. Bon, allez, on est au préparatif. Cédric s'en occupe. On va bientôt pouvoir voir ce que ça vaut. On a déjà regardé les courbes des motos précédemment passées en K1 et K2. Moi, je sais déjà à peu près aux alentours de combien ça doit tourner. Alors là, si je dis pas de bêtises, Cédric, il est en train de chercher le fil sur le CU pour capter les rotations par minute du moteur. C'est ça, hein, Cédric? Je ne me trompe pas. Et donc, du coup, ça va permettre au banc de pouvoir se calibrer sur les rotations du moteur par le biais de ce fil et de ce capteur. Voilà. On peut voir que ça fonctionne. Alors Cédric qui est derrière moi est en train de continuer de préparer la moto sur le banc. Donc il a mis l'appareil pour mesurer, vu qu'il n'y a pas de sonde lambda, pour mesurer le mélange d'air essence. Et donc du coup ça nous permettra de savoir si d'origine cette moto est réglée bien ou pas bien, en fait on verra. Et le but de la manœuvre maintenant ça va être de faire 3 tirs au banc avec la moto. Et donc du coup de choisir la courbe où la moto est forcément la plus puissante. Donc allez c'est parti, on y va. Bon allez, on a fait 4 tirs. Et la puissance maxi obtenue,
On est à 148,91 à la roue arrière, ce qui est franchement pas mal. Cédric, je sais pas ce que t'en dis, moi je trouve qu'on est bien. C'est plutôt propre. C'est bien pour une moto de cette année-là et de ce qu'on a vu avant sur les autres machines passées. On est dans la bonne tranche. On est dans la bonne moyenne des Gex qui marchent très bien. Bon, bah, tant mieux, je suis rassuré. Là, Pas trop de doute. la courbe orange correspond à un tir en 6 pour avoir la vitesse max. Ouais, on a vu 2,96 en vitesse max, enfin, j'ai cru voir. 292 292 km/h sur le banc. sur le banc, ok. Voilà, et donc un 300 compteur quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je crois que c'est ce qui était dit à l'époque, ça C'est prenait ça. le 300 compteur. Et les premiers tirs donc qui sont en bleu et en rouge. Donc là on est à 144, 145 chevaux. D'accord. Puis après avoir tiré un petit peu plus dedans et moto bien chaude, voilà, on sort un 148 chevaux courbe en verte qui est C'est beau, c'est propre. très propre. Et niveau ratio, est-ce qu'on peut savoir si... Alors le ratio, on parle de ratio, il s'agit, si je me trompe, tu me corriges Cédric, c'est le mélange, la quantité d'air pour 1 gramme d'essence. Donc je crois que l'idéal c'est à peu près 13,1 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, c'est ça? Tout à fait. Donc là, Alors c'est normal qu'elle bouge comme ça dans tous les sens, la courbe? oui, parce que c'est une cartographie totalement d'origine, donc D'accord. Pas réglée aux petits oignons. Ok, On a une moto qui est un petit peu pauvre dans les bas régimes ouais, et on se retrouve avec une moto un petit peu plus riche dans les hauts régimes. d'accord. Et ça, on peut le corriger en mettant par exemple un power commander et en faisant un réglage sur mesure de la moto au banc. C'est ça, tout à fait. Qui sera beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis et ce qui va forcément nous faire gagner un peu quoi. Là, on est plus précis avec le régime moteur en bas. D'accord. Et donc là, on a effectivement une moto entre 5 Ouais. et 7 000, très pauvre, Ouais, jusqu'à 9, quoi, grosso modo. ouais, Donc forcément, moto moins pleine en bas. ouais. Je l'ai bien senti à rouler, elle est vraiment creuse, je trouve. Voilà, c'est Pour ça. un 1000, je la trouve vraiment creuse. Donc le fait de recorriger ça va remplir la moto, elle sera plus pleine, plus agréable. Bon, j'ai plus qu'à négocier avec le patron, je pense. C'est ça. Ben, Cédric, merci à toi pour les explications, ça me fait bien plaisir et puis je suis content du résultat. Et on a le couple. Le couple, yes. 10 mètres kilos, quasiment 11. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt correct. Ouais, ça va. Ouais. Et ben, merci à toi, Cédric. Mais de rien. On se retrouve bientôt. Bon les amis, je vous vois venir. Maintenant que cette moto est passée au banc, vous allez me dire c'est bien, t'as fait une belle moto de A à Z, tu l'as passée au banc, on voit que cette moto elle marche, tout est réussi, elle est finie, mais combien ça coûte? Bah on y vient. Souvenez-vous, l'achat de la moto, 2700 €. La carte grise, je la compte, c'est quand même pas une dépense négligeable. On est à 243 €, j'arrondis. Hein. Les clignots, plus les accessoires pour les clignotants et la plaque d'immatriculation, je suis à 50 €. Les pièces de chez Gentleman Riders, je cumule un total de 783 €. Tout compris, c'est toutes les pièces qui m'ont servi pour la remise en état, qui chaîne, du RIT, les pièces pour refaire le silencieux, la vidange, les filtres, les bougies, la totale. Ensuite, je suis les pièces origine Suzuki. Ça m'a coûté 292 €, 2 pièces origine Suzuki, joints divers, etc. pour la remettre en état. Les carénages d'occasion, tête de fourche plus flanc, ça m'a coûté 250 €. Les ramères de chez AliExpress m'ont coûté 50 €. Les pneus m'ont coûté 100 € d'occasion, j'ai eu par Julien, le mécano de chez Gentleman Riders, qui est aussi mécano certes, pilote à ses heures perdues. On cumule donc un total de 4 468 € pour la remise en état. À ça, il faut rajouter des accessoires que j'ai pas compté dans la remise en état, mais que moi je me suis acheté à titre personnel. On parle d'un feu arrière d'origine, ça peut servir avec le contrôle technique. Le feu arrière d'origine m'a coûté 40 €. Les plaquettes avant, je les ai achetées mais pas montées parce que celles-là étaient encore utilisables. Je les compte pas dans la mise en état de la moto, mais je les compte dans le total. Les plaquettes avant, c'est 74 €. La trousse à outils d'origine, je l'avais mais pas complète. Je trouve que c'est un accessoire super important à avoir, surtout en cas de panne. Sur le bord de la route, on est content de pouvoir se dépanner avec les outils de la trousse à outils d'origine. Elle m'a coûté 45 €. Le tapis de réservoir Baxter, ça c'est un accessoire que j'adore avoir sur mes motos. J'en ai trouvé un neuf, jamais monté, pour 45 €. La boucle arrière, elle m'a coûté 100 €. Je n'avais pas besoin, mais je l'ai acheté parce qu'elle a encore les petites tétines d'origine qui permettent de mettre un filet autour que je n'ai pas moi à cause du passage de roue Air Max. On arrive au garde-boue avant carbone qui m'a coûté 60 €. Et donc j'ai un total d'accessoires à 364 €.
Donc la remise en état de la moto m'a coûté 4468 €. Si je cumule les accessoires de 364 € que je n'étais pas obligé mais que je me suis acheté, j'arrive à un total de 4832 €. 4832 € avec les accessoires. 4832 €. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas l'affaire du siècle. Mais je maintiens ce que j'ai annoncé dans les premières vidéos. C'est une moto qui, pour moi, en état, dans cet état-là, vaut entre 5 et 6 000 €. La tranche haute, c'est 6 000 €. La tranche basse, pour moi, c'est 5 000 €. Alors, j'ai une proposition d'un abonné dans cette tranche de prix, mais je n'ai pas encore pris de décision sur cette moto. Je ne sais toujours pas quoi en faire. Est-ce que je la garde et je l'améliore? Est-ce que je la revends? C'est la question. Bon, après un passage au banc franchement honnête, on ne s'arrête pas chez Gentleman Rider sans faire un petit tour à l'atelier. J'avais une petite purge de frein à faire, je le trouvais spongieux, ça m'énervait, c'est réglé. Et j'en avais marre de voir ce qu'a le pied arrière, il n'y a rien de racing. J'ai été voir le boss, il m'a sorti une patte de suppression DRP. Allez, on monte ça tout de suite. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que quand même ça a beaucoup plus de gueule, ça fait beaucoup plus racing. On remerciera Jonathan et Gentleman Riders, Cédric pour le passage au banc, et on se dit à bientôt. Il est l'heure de rentrer à la maison. Et ouais, je pouvais pas rentrer chez moi sans passer dans l'endroit qui m'a vu naître en matière de moto de vitesse. Certains d'entre vous ont reconnu l'endroit. Je parle évidemment des circuits LFG. Alors ici, j'ai fait mes premières armes sur le circuit avec une Yamaha R6 que j'avais acheté en revendant ma fameuse Derby qui était 80 Polini. Attention, hein, on rigole plus. Et fallait que je fasse un petit tour histoire de reprendre mes racines, prendre un bol d'air et me retrouver avec moi-même. Bon, on est d'accord, ça a rien de racing. Et ça non plus. C'est l'avenir. Malheureusement, c'est l'avenir. « 996 turbo peut-être même. » Ah, ce doux bruit du flat 6. Tu m'as fait ma journée, toi. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est le visage marqué par une machine exigeante revenue de loin que je vous donne mes impressions. Et ben écoutez, je suis ravi. Cette moto marche super bien. Après tout ce qui a été fait comme boulot dessus, le passage au banc nous a montré que la puissance était là et qu'elle est même dans le haut de la moyenne des motos passées chez Gentleman Riders. La seule qui est au-dessus d'elle, c'est une moto avec arbre à cam, ligne complète, filtre à air et power commander réglé au banc. Et sinon, elle est dans la tranche haute, donc quasiment 150 chevaux à la roue. Je suis super content. De toute façon, on les sent. Je peux vous dire qu'ils sont bien là parce que ça décoiffe. J'en ai perdu ma barbe. Bon, il est l'heure de prendre une décision. Maintenant que cette moto est finie, vous feriez quoi à ma place? Dites-moi dans les commentaires. Je la vends, je la garde, je continue l'optimisation dessus, je passe à un autre projet. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je suis encore pas décidé. J'ai vraiment du mal à savoir ce que je fais. Sachant que c'est quand même super confortable pour faire de la route. Il y en a largement assez pour se faire mal. Mais bon, je sais pas. En tout cas,
Merci de m'avoir suivi au long de ces 5 épisodes avec la GSX-R 1000 K1. Je remercie chaleureusement Gentleman Riders qui encore une fois me suit dans mes projets et m'a permis de faire aboutir cette moto telle qu'elle est aujourd'hui et m'a fourni donc toutes les pièces pour la remise en état. Je dis merci à Cédric qui a été patient avec moi. À chaque fois, je lui ramène une moto un samedi après-midi à la dernière minute et il dit oui. Donc merci Cédric et puis pour les infos précieuses que tu nous as apportées dans cette vidéo. Les amis, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour un prochain projet. Et peut-être pour une remplaçante, je ne sais pas. À vous de me dire, j'attends vos avis. Allez, on se retrouve bientôt.